Bien, nous allons poursuivre dans la chirurgie réfractive. Et Béatrice, je crois, a eu raison d'inclure dans ce concept l'ensemble des techniques réfractives de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire jusque dans le sac cristallinien. Donc je suis très heureux évidemment que cette saphir délocalisée ait lieu à Lille pour sa première version. C'est une chance. C'est grâce à la volonté de Béatrice Kochner, Arié Danan et Serge Aluski qu'on a pu mettre ça en place, grâce à la contribution de tous les sponsors et grâce à la contribution de tous les universitaires locaux, dont Jean-François Rouland, Solange Milazzo et Marc Muren qui étaient là tout à l'heure. Bien, donc le cristallin est un lieu réfractif. Donc, la cornée, on a vu, la chambre antérieure, on a vu. Le cristallin est un lieu réfractif qui entre en compétition d'ailleurs avec la cornée dans un certain nombre d'indications, comme la presbytie de l'hypermétrope à partir d'un certain âge. Donc la question qui se pose à nous, c'est non pas tant d'opérer ces cataractes dans des conditions de sécurité absolues, mais l'idée c'est comment est-ce que cette chirurgie cristallinienne peut atteindre le niveau de précision réfractive requise par la chirurgie réfractive, et en particulier le niveau de précision réfractive qui a été atteint par la chirurgie cornéenne, par les lasers. Donc c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. C'est une opportunité réfractive que le patient ait une cataracte ou qu'il n'ait pas de cataracte. Là, on va parler plutôt des cataractes. S'il existait une amétropie préopératoire, myopie, hypermétropie, presbytie, astigmatisme, toutes ces anomalies peuvent être prises en charge, en dehors des contre-indications, lors de la chirurgie de la cataracte. Actuellement, la principale écueil pour la précision réfractive, pour améliorer la précision réfractive, ce n'est pas les seuls, ce sont les formules de calcul, c'est-à-dire que les formules de calcul qu'on utilise pour prévoir la puissance de l'implant ne sont pas précises dans un certain nombre de cas, et en particulier, elles n'ont pas la capacité de prévoir avec certitude la position de l'implant à l'intérieur du système optique. Donc inutile de vous dire que si l'implant est un peu en arrière dans son sac ou un peu en avant, eh bien effectivement, on va créer une amétropie résiduelle, et donc ça, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc on va essayer de lutter contre ça. Pour aller dans ce sens-là, donc les formules de calcul et les mesures, machine, pointe et injecteur, en ce qui concerne la technique opératoire elle-même, c'est-à-dire en ce qui concerne la technologie, la seule chose qu'on lui demande, c'est de réduire la taille d'incision à un point tel qu'elle devient neutre pour l'astigmatisme et permet d'utiliser un implant torique. C'est tout ce qu'on lui demande aujourd'hui. Évidemment, en assurant les conditions de sécurité. L'autre point qui est intéressant aujourd'hui, c'est la réalité augmentée, c'est-à-dire que l'ensemble des technologies qui sont en train d'arriver et qui nous permettent effectivement de projeter un certain nombre d'informations sur le globe oculaire du patient. En fait, c'est une superposition, ce n'est pas vraiment une projection. Et de cette manière-là, de pouvoir augmenter la précision du site d'incision, de la taille d'incision, de l'axe de positionnement de l'implant torique. L'implant torique ne tourne pas parce que le capsuleur X6 n'est pas adéquat. L'implant torique il tourne dans deux circonstances, quand l'œil est myope, c'est-à-dire quand le sac est grand, non pas quand le rexis est grand, et quand les aptiques sont mis dans le sens vertical. Donc dans toutes les études, c'est ça en fait le problème, et pas réellement le capsuleur X6 à proprement parler. Alors, quelle est notre précision réfractive actuelle ? Si vous voyez de 1995 à 2009, dans un registre national en Suède, on a vraiment une diminution importante une diminution d'imprécision, une augmentation de la précision réfractive, et en particulier grâce à l'avènement de l'interférométrie. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc sur 1 million de cataractes, on est aux alentours une erreur réfractive absolue de 0,4. Et ça veut dire c'est une erreur moyenne, et elle est de plus ou moins 0,4. Vous voyez de l'autre côté, l'évolution de l'astigmatisme, ça a décru de manière très importante. Là, évidemment, ce qui a été vraiment très important, ça a été l'avènement de la phaco et de la micro-incision, où on a maintenant des astigmatismes induits qui sont très réduits. Quelle est notre performance actuelle ? On a l'impression qu'on est tous bons, etc. Ils n'ont pas bien. Dans des séries qui reprennent beaucoup de cas avec les meilleures formules, les meilleurs systèmes de mesure actuellement, 25% des patients sont à plus de 0,5 de la cible et 5% à plus de 1. En bas, vous voyez Olsen, qui est un type très sérieux dans ce domaine, 37,5% au-dessus de 0,5 et 7,6% au-dessus de 1. Donc on n'est pas du tout aussi précis qu'on aimerait, bien qu'on ait énormément progressé. Et le problème, c'est surtout d'arriver à extraire les cas atypiques. Mais vous voyez que si on compare par rapport à 92, on a quand même beaucoup gagné, on était à 0,92. Alors quelles sont les causes principales ? C'est la mesure de la longueur axiale, les mesures kératométriques et surtout la précision
la prévision de l'effective lens position dans 35% des cas. Et Norma estime qu'avec les systèmes tels que nous avons aujourd'hui et les implants tels que nous les avons aujourd'hui, on ne pourra pas descendre en dessous de 0,4 dioptrie de précision parce qu'on ne pourra pas prévoir avec précision où va se trouver l'implant. Donc les causes d'erreurs réfractives, c'est les erreurs de mesure, essentiellement la kératométrie. Les formules de calcul, ça on a vu, c'est vraiment la principale cause, et quel que soit le niveau de votre biométriste, c'est très difficile. Et il faut surtout se rappeler une chose, c'est que le sac capsulaire est vivant. Ce n'est pas inerte un sac capsulaire, c'est vivant, ça cicatrise. Et un sac capsulaire qui cicatrise, c'est un implant qui se déplace vers l'avant, vers l'arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les implants actuels sont bons. Pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils compensent une partie de nos imprécisions, c'est-à-dire de la variabilité de ce que nous faisons pendant la chirurgie. En ce qui concerne la technique chirurgicale, on a vu donc qu'il fallait réduire la taille des incisions et avoir un capsulorhexis le plus précis possible, c'est-à-dire un capsulorhexis en gros qui recouvre l'optique de l'implant de 0,5 à 1 mm. En gros, ça fait des capsulorhexis entre 5 et 5,5 pour stabiliser l'implant. Mais on va voir qu'en réalité, l'impact de cette action, qui est très efficace et démontrée sur l'opacification de la capsule, n'est pas si importante que ça pour diminuer le shift, c'est-à-dire pour diminuer le déplacement antéro-postérieur de l'implant, qui est la seule cause d'imprécision en fait post-opératoire. Donc vous voyez ici qu'on a des forces qui s'exercent dans un sens et dans l'autre, que les aptiques ne sont pas inertes, en particulier les aptiques qui prennent appui sur l'équateur, et que lors de la cicatrisation post-opératoire et de l'équilibrage des forces, eh bien l'implant peut se retrouver plus ou moins en arrière et causer des erreurs, c'est-à-dire des imprécisions. Parce que erreur n'est pas le terme exact, puisque c'est les formules de calcul qui sont en défaut et non pas nous. Bon. Donc on a essayé d'améliorer ces formules de calcul, et là Olsen, toujours lui, a eu une idée qui était pas mal, parce qu'il faut savoir que la constante A, c'est pas une constante, c'est une variable. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas réduire l'écart en modifiant la constante A, même si on l'individualise, ça c'est un leurre. Par contre, lui, il a une idée intéressante, en fait, c'est que par un système de ray tracing, il va aller calculer la constante C, qui est la position exacte de l'optique par rapport au sac capsulaire. Et donc, il va développer un certain nombre de formules liées à ça qui permettent d'améliorer en pourcentage l'erreur moyenne absolue, mais surtout, vous voyez, de 39 et 85%, le nombre d'erreurs importantes, on appelle erreurs importantes, les erreurs supérieures à une dioptrie. Donc, on est sur le chemin, et probablement le futur va être modifier les dessins d'implants, mais le futur va être réellement, par morphométrie, d'aller savoir où va se situer l'implant. D'accord ? Et c'est vrai que le fait d'avoir un capsulorhexis prédictible permet de réduire une des variables, donc on va pouvoir mieux comprendre. Voilà un exemple, hypermétrope, etc. Donc on choisit pour l'œil droit un implant acrylique hydrophile monobloc à appui équatorial. 28. Résultat, moins 5,75. Qu'est-ce qu'on fait pour le deuxième côté? On change le modèle d'implant. Donc on prend la même formule, on adopte la constante, on change le modèle d'implant, et de l'autre côté, moins 0,25 plus 0,25 sur 125. Voilà. Donc le dossier est entièrement vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, je vous ai dit, le sac capsulaire, il est vivant, je vous l'ai dit. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la contraction du sac, l'implant s'est courbé vers l'avant. Il s'est courbé vers l'avant et forcément, il a myopisé de manière tout à fait anormale. C'était une hypermétrope, elle avait un sac qui s'est beaucoup contracté, avec une zone laxe, voilà. Bon. Donc vous voyez que quand on est avec nos 0,025 de précision réfractive, bon. Une autre cause d'erreur, c'est les puissances réelles des implants. Donc il y a les normes déjà, vous voyez que les implants de plus de 30 dioptries peuvent avoir une dioptrie d'erreur, ça c'est admis. Ça représente évidemment moins au niveau des lunettes. Mais quand on mesure la puissance d'implant à l'intérieur des yeux, on a 0,26 d'erreur moyenne, mais par contre ça va de moins 2,4 à plus 1,8. Donc ça signifie que dans toute la chaîne, entre les mesures, etc., on nous donne la mauvaise boîte, etc., il y a quand même beaucoup d'erreurs possibles, puisque la moyenne est relativement acceptable. Par contre, les extrêmes sont quand même extrêmement élevés. L'astigmatisme, on ne va pas trop traiter, puisque c'est Solange qui s'en occupe après. Ce qu'on sait, c'est en gros que plus on diminue la taille d'incision, plus on va avoir un astigmate induit moins important. La limite à ça, c'est la viscoélasticité de la cornée, puisqu'on sait que pour une taille d'incision donnée,
avec un éloignement de l'axe optique donné. Il y a certaines cornées qui vont faire des astigmatismes induits, plus que dans d'autres. Le but dans ce cas-là, c'est tout simplement d'être le plus petit possible pour utiliser un implant torique. Je pense qu'effectivement, utiliser les incisions pour réduire l'astigmatisme, c'est pas précis, il faut maintenant aller bon. Alors qu'est-ce qu'on est capable de faire sans un laser femtoseconde ? Comme on l'a vu précédemment, il faut agir à tous les bouts de la chaîne. Il faut assurer la sécurité, réduire les échauffements, diminuer la taille d'incision, améliorer la précision du capsulorhexis, améliorer la formule de calcul. C'est-à-dire qu'actuellement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas proposer une modification unique qui va résoudre tous les problèmes. On est obligé d'intervenir à tous les niveaux. Et on arrive donc maintenant à des systèmes qui sont des systèmes connectés. Comme on est connecté avec nos smartphones, avec Facebook, etc. On est également connecté. Le but de cette connexion, c'est de réduire toutes ces successions de petites erreurs qui fait qu'à la fin, on va dépasser un seuil et on va avoir des erreurs significatives supérieures à une dioptrie. Donc, les deux principaux systèmes, c'est Verion et c'est Callisto. Donc, on va mesurer, on va prendre un certain nombre de repères sur l'œil du patient avant l'intervention, de manière à pouvoir corriger la cyclotorsion, localiser l'incision, ça c'est le deuxième système, Callisto. Ce nouveau biomètre est intéressant dans la mesure où il va intégrer un OCT. Donc vous voyez, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va avoir un certain nombre de données sur exactement où est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Et ça va être intéressant. Donc voilà ce que peut nous apporter la réalité augmentée. On a une précision au niveau du site d'incision qui tient compte de la cyclotorsion. Donc on va pouvoir mesurer précisément la taille, la position de l'incision. Dans un deuxième temps, ça nous permet également de faire un capsulorhexis de taille extrêmement précise. Donc on va faire un rhexis femto-like qui va nous permettre effectivement de stabiliser les implants. On va permettre aussi d'avoir une mesure de l'axe, du positionnement extrêmement précise, en sachant que même avec les méthodes conventionnelles, la rotation à très long terme, elle est de 4 degrés. Sur 800 cas, c'est 4 degrés à 2 ans. C'est pas énorme. Et pour les implants multifocaux, mais pour tous les implants, avoir un cintrage qui soit convenable. Et on peut choisir de le centrer sur le rhexis, sur le limbe, sur l'équateur, sur ce que vous voulez. Il suffit de faire des repères. Donc ça va être quand même une aide. Et ça va nous permettre effectivement d'être plus rigoureux et plus précis au niveau des différentes étapes par rapport à ce que nous faisions jusque maintenant. Concernant le laser femtoseconde, qu'est-ce que ça sait faire ? Ça sait faire des incisions, ça sait faire des rhexis, de la fragmentation et des incisions limbiques relaxantes, en sachant que les incisions cornéennes intéressent surtout le marché américain, dans la mesure où il y a des cotations qui sont spécifiques. Actuellement, à ma connaissance, rien ne démontre que ces incisions soient supérieures à l'utilisation d'une micro-incision avec un implant torique pour lequel nous avons des résultats qui sont de très bonne qualité et tout à fait reproductibles. Voilà. Et en plus, je crois qu'il y a une histoire de remboursement. Donc, en pratique, le laser femtoseconde, ça représente quoi ? Parce qu'avant qu'on ait la précision réfractive, ça correspond à quoi ? Avec nos internes, on avait fait une petite étude sur les 50 premiers cas, parce que les gens disent, ça c'est merveilleux, etc. Alors effectivement, c'est une machine merveilleuse, mais il y a quand même une phase d'apprentissage qui est non négligeable. On a eu quand même 10,20% de perte de docking, d'échelle de docking pendant les 50 premiers cas. On a utilisé 9 couteaux. Ça fait 27%. On a eu un certain nombre de tags. On a eu 34% de tags. Mais bon, ça, je pense que c'était parce qu'il fallait qu'on règle la machine. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une phase d'apprentissage. Alors, on a adoré d'utiliser cette machine. On est ravis d'ailleurs de l'avoir de nouveau. Centrage du rhexis, on a quand même 12,1% d'overlap incomplet, c'est-à-dire de recouvrement incomplet, ce qui est quand même surprenant parce qu'on règle. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas que le rhexis qui joue. Parce que le rhexis, il est complètement codifié. Donc il n'y a aucune raison que ce soit ça. Bon, et les hémorragies sous-conjonctivales, effectivement, on en a eu un petit peu. Ça n'empêche pas, il n'empêche que c'est une technologie d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui deviennent totalement prévisibles, donc on va pouvoir s'intéresser aux autres paramètres. Et ça va être quand même, ça c'est comparé à la littérature, donc tout le monde dit qu'il faut quand même un certain temps pour apprendre. Le capsulorhexis, on peut le paramétrer, on peut le calibrer, mais quelle valeur on veut ? On veut par rapport au diamètre total du sac, on veut le centrer sur quoi ? Sur la pupille, on veut le centrer sur le limbe. Il y a un certain nombre de questions à se poser, mais en tous les cas, on peut décider. Alors, est-ce que ça peut améliorer la précision réfractive ? Nous, on avait utilisé le Lens 6.
Donc en cornée, on peut réduire la taille d'incision, on peut faire des LRI, mais il faut savoir que l'incision est plus proche de l'axe optique et moins limbique, donc on va aussi se rapprocher de l'axe optique. Donc ça, c'est à prendre en considération. Prédiction du capsulorhexis, on a vu, on peut le centrer, mais vous voyez que même dans la série Princeps, on a de Zoltan, Nagy, on a une précision réfractive qui est équivalente et un nombre d'overlap incomplet à 11%, alors qu'ils avaient utilisé un implant 3 pièces à appui dans le sac, donc vraiment quelque chose d'assez... Bon. Alors, la littérature retrouve un certain nombre de publications qui démontrent qu'effectivement, le capsulorhexis peut influer sur le shift. Mais il y en a une, c'est un implant en PMMA, donc on n'utilise plus d'implant en PMMA. Il y en a un qui utilise des lapins, on n'utilise pas de lapins. Donc, on peut se poser la question de savoir... Bon, avec les implants actuels. Il y a une communication très intéressante d'Oliver Findel qui a effectivement, avec des implants modernes cette fois, évalué l'influence du capsulorhexis sur la précision réfractive. Il n'y a pas de différence significative concernant la variation de profondeur de chambre antérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative concernant le shift, donc ce que nous intéresse, la précision réfractive. Une différence minime concernant le décentrement, mais qui est cliniquement non significative, et pas de différence concernant le titre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les implants qu'on a aujourd'hui sont très bien adaptés à notre imprécision. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Dans la littérature, on retrouve toutes sortes de résultats. La plupart sont contre, c'est-à-dire ne retrouvent pas un avantage en termes de précision réfractive. Mais il est tout à fait certain que, ce capsulorhexis qui devient prévisible va nous permettre de réfléchir à comment est-ce qu'on peut en tirer profit. L'idée, c'est pas de savoir est-ce que c'est plus précis ou pas, c'est comment est-ce qu'on va tirer profit de ce capsulorhexis pour développer des implants qui, eux, pourront être adaptés à ça. Parce que si on a un capsulorhexis, on peut imaginer des implants comme l'implant de Nishi, qui sera donc centré sur le rhexis lui-même. Et là, évidemment, la capsule antérieure, ce sera beaucoup plus facile de prévoir où est-ce qu'elle est. Et on aura beaucoup moins de shift qu'on a au prévoir, beaucoup moins de raisons de voir l'implant se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui font que l'apport de ce capsulorhexis prévisible va nous permettre d'avancer. Et ça, ce sont des idées intéressantes. Donc on a fait un petit peu un tour d'horizon de la précision réfractive en cataracte. On a beaucoup progressé. Donc la chirurgie du cristallin constitue une opportunité réfractive, on l'a vu et ça c'est important. Les erreurs de mesure et les formules de calcul constituent la principale limite actuelle. Elles doivent évoluer, elles vont évoluer, il n'y a pas de doute là-dessus, et le laser ça va aider. La technique chirurgicale doit être centrée, on l'a vu, sur la taille d'incision et sur le capsulorhexis, bien que l'effet soit en fait minime. Les implants actuels ne se valent pas tous en termes de stabiliser, mais grâce aux femtosecondes, on va savoir lesquels sont stables ou pas stables, puisqu'il n'y aura plus de variable de rhexis. La prédiction de l'ELP constitue le problème clé dans cette histoire. Et en réduisant les variables du capsulorhexis, il n'est pas impossible que le laser permette d'améliorer la précision réfractive, mais probablement il faudra faire évoluer les dessins d'implants. Donc ça n'est qu'en intervenant sur tous les paramètres, comme on l'a vu, et avec une connexion, que nous pourrons nous approcher de la précision réfractive de la chirurgie cornéenne. Je vous remercie.